Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, Les Incorrectibles, chaque dimanche à 18 h en exclusivité sur YouTube. C'est grâce à vous si cette chaîne part aussi fort et si Les Incorrectibles rencontrent un tel succès. Alors comme à chaque fois, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce levé si vous appréciez nos émissions. Et puis à chaque émission, je le redis également, merci vraiment à nos contributeurs. Vous êtes à ce jour l'unique source de revenus de cette chaîne. Là encore, on a vraiment besoin de vous pour, je l'espère, pouvoir vous proposer toujours plus d'interviews de personnalités qu'on ne voit pas assez dans les médias. Si vous voulez donc nous aider, pour cela, un seul moyen, notre chaîne Tipeee, donc vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, notre nouvel invité, c'est Incorrectible de la semaine. Il y a longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, pour ne pas dire qu'on ne l'a pas vu dans les médias classiques ni sur Internet. Du jour au lendemain, il a été blacklisté de la plupart des médias, y compris de celui où il tenait une émission régulièrement. On va bien sûr y revenir avec lui. Et alors que le mouvement des Gilets jaunes a été lancé il y a plus de 3 ans maintenant, nous, on a pensé que c'était une bonne raison de le recevoir à nouveau. Il est celui qui a le plus milité en faveur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il est considéré par beaucoup comme l'un des penseurs des Gilets jaunes les plus respectés intellectuellement. Il n'a en tout cas pas peur de parler, quitte parfois à le payer cash. C'est pour cela qu'on souhaitait le recevoir, je vous le disais, cette semaine. Étienne Chouard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été, Étienne, il y a quelques années, je le disais, évincé des médias traditionnels à la suite de ce que beaucoup ont qualifié de piège tendu par votre ami Denis Robert. C'était donc à l'époque sur le Média, la télé de Jean-Luc Mélenchon. Malgré vos excuses, vous êtes de fait persona non grata aujourd'hui dans la plupart des médias mainstream. Première question, avant de parler plus généralement de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez, donc, je le disais, que vous avez été victime d'un piège dont le but était de vous faire taire et par là même de mettre un terme à la diffusion de vos idées sur le RIC notamment, qui commençait à trouver un véritable écho dans l'opinion à cette époque? Je ne sais pas si c'était un piège. Pour dire que c'était un piège, il faudrait que je sache quelle était l'intention des gens et donc il faudrait faire un procès d'intention et c'est difficile. Je suis sûr que Denis ne voulait pas me piéger. Parce que en fait, on venait de faire une émission ensemble qui était bien. C'était un direct sur l'Union européenne. J'avais pu croiser le fer en direct avec un député, et ça c'est rare, hein, et c'était vraiment bien. Et en fait, pour avoir organisé ce débat, Denis avait été emmerdé au dernier degré par les antifas, qui lui reprochait d'inviter un infréquentable, un abominable, un affreux Jojo. Et donc, il trouvait ça stupide et il disait il faut qu'on fasse une émission où tu peux t'expliquer quoi, et montrer que tu n'es pas d'extrême droite. Quoi. Et je dis ben, pas de problème, faisons ça. Et on a fait ça, donc on a organisé, et c'est pas un piège ça. Moi je suis pas d'extrême droite, donc je n'ai pas peur de... C'était même plus que ça, hein. On vous reprochait presque d'être négationniste. Hein. Négationniste, ça c'est apparu là. Mais on m'a jamais accusé d'être négationniste. Jamais, jamais, jamais. Et il n'y a pas de raison, parce que je n'ai jamais ni été, ni pensé, ni rien du tout. Mais c'est apparu là, ça, négationniste. Mais le sujet, c'était de dire que Chouard n'était pas d'extrême droite, c'est facile à expliquer. Et... donc c'était pas un piège ça. Ce qui était surprenant, enfin, moi ça m'a surpris, c'est cette question sur le négationnisme qui pour moi n'existe pas. Enfin n'existait pas quoi, je sais pas. Depuis j'ai travaillé dans le contexte. Depuis j'ai travaillé dessus, mais à l'époque je savais quasiment rien de ça. Je savais que c'était un sujet controversé et c'était vraiment pas quelque chose sur quoi je travaillais. Et donc qu'on me pose une question là-dessus. Ben, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et j'ai répondu bêtement, quoi. Hein. J'ai répondu la vérité, c'est vrai que j'en sais rien. Et on n'a pas le droit de dire que j'en sais rien, je ne savais pas. Donc, depuis, j'ai travaillé. Mais, si tu veux, quand tu dis vous êtes devenu blacklisté dans les médias, c'est pas exactement ça. Ça fait 15 ans que je me bagarre en politique et que je suis... j'allais dire ultra-démocrate, c'est exagéré peut-être, je suis démocrate, mais démocrate vraiment. C'est-à-dire que je me bagarre contre tous les systèmes de représentation qui sont institués par les représentants eux-mêmes.
C'est-à-dire que je conteste aux élus, je conteste à tous nos maîtres actuels le droit, la légitimité d'écrire les règles de leur représentation, d'écrire les règles de notre représentation, c'est-à-dire d'écrire leur pouvoir. Donc j'ai contre moi, je me lève contre tout un système de domination parlementaire et qui en fait m'a très vite repéré et m'a très vite blacklisté. Ça date pas du tout de 2019. Depuis 2005, depuis le début... Enfin, ça s'est accentué quand même après cette interview dans le média. Mais non, pas du tout. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai jamais été... Vous avez dû même faire acte de contrition sur une radio. Oui, d'accord. Non, mais... Vous aviez une émission régulière et elle s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain. Non, mais elle allait se finir. Hein. Il restait qu'une émission que je devais faire avec François Bégodeau, de laquelle j'attendais énormément parce que j'aime beaucoup ce gars-là et j'avais plein de questions à lui poser. Il faudrait qu'on fasse une émission pour construire nos désaccords parce qu'on a plein d'accords, mais plein de désaccords. En fait, il m'aide à penser, donc c'est très utile. Et en tout cas, il restait une émission, mais en fait, Didier Maisto, à l'époque le président de la radio, qui était courageux de me donner cette tribune, parce que précisément, ça faisait 10 ans que j'avais eu aucune tribune dans les médias. Ça fait, en fait, depuis le début, en fait, il faut comprendre, c'est que le système de domination parlementaire se protège en ne donnant pas la parole à la vraie opposition, à une opposition qui conteste sa légitimité. Et c'est comme ça depuis le début. Donc ça fait, moi depuis 15 ans, je ne suis pas passé dans les médias. Sauf pendant la période des Gilets jaunes. Pendant la période des Gilets jaunes, donc l'année qui a précédé cet incident, là, je suis commencé à apparaître dans les médias, mais pas tant que ça quand même. Hein. Un peu sur RT, un peu sur CNews, mais enfin pas grand-chose, quoi. Hein. Un peu, mais à chaque fois, ça fait un tabac parce que les gens sont friands de ce que je dis. Je pense que ce que je porte est une idée importante pour l'émancipation populaire et très déstabilisatrice pour le système de domination. C'est très subversif ce que je dis. Et quand on l'entend, ça marche. Enfin, en général, hein, ça marche bien parce que c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que notre impuissance politique est écrite dans un texte dont nos maîtres se chargent d'assurer la rédaction. Bon, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que tu présentes comme un brusque blackout à partir de cet événement monté en épingle, de cette maladresse, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire ça vous le reconnaissez, voilà. Mais bien sûr, de toute façon, je ne le redirai pas comme ça aujourd'hui, évidemment. Surtout que j'ai bossé, moi, après ça, tout l'été, j'ai lu, j'ai regardé des tas de trucs, on peut en parler un peu si vous voulez. C'est très glauque, hein, cette période et ce massacre industriel. Et c'est terrible à étudier parce que c'est épouvantable, c'est cauchemardesque, c'est affreusement triste. Que ça avait pu choquer, c'est ça, vous avez fait bien sûr. Toute cette émission. Compris ma maladresse, j'ai compris évidemment. Bon, mais là encore, vous dites j'ai travaillé depuis, donc ça veut dire quoi, j'ai travaillé depuis? Mais j'ai travaillé l'histoire des chambres à gaz. Les chambres à gaz qui pour moi, enfin c'est comment dire, c'est une expression que j'ai vue passer, mais que je... Oui, donc vous avez travaillé depuis, qu'est-ce que ça signifie exactement, avoir travaillé depuis? J'ai lu sur la question. J'ai lu les plus grands historiens. J'ai lu Raoul Hilberg, j'ai lu Arnaud Meyer, j'ai lu les plus grands historiens sur la question pour voir ce qu'il en était. J'ai regardé Shoah en entier, donc ça c'est 9h, 9h et quelques, 9h30. Je l'ai regardé et je l'ai lu. J'ai lu le bouquin que j'ai amené parce que si on parle de ça, il faudrait que je vous lise un passage important, je trouve, qui montre à la fois la gravité de la question et puis que la cause est entendue, quoi. Ça va, on a compris. Dans le film Shoah, il y a l'explication avec des témoignages poignants, et pas que des témoignages, il y a aussi des traces, hein, des documents des nazis eux-mêmes, de l'empoisonnement par des camions à gaz surtout, des chambres à gaz, mais, donc en pierre, mais aussi surtout des camions où en fait on mettait le pot d'échappement dans le camion et on faisait rentrer des fournées de gens là-dedans, on allait faire un tour 5 minutes et on revenait avec des gens morts, et c'était industriel. Et c'est décrit en détail dans ce film,
qui est poignant, qui est retournant. En fait, il y a plusieurs raisons de ne pas le voir. D'abord, c'est trop long. C'est très long, 9h30 de film. On se dit, j'ai pas besoin de ça, je le sais, puis voilà. Et en fait, Raphaël Enthoven m'a dit, il faut qu'on se reparle, il faut que vous voyiez Shoah. Donc j'ai fait ça. Alors j'ai commencé par lire le bouquin, j'ai trouvé le bouquin que j'ai amené parce que je veux vous faire une citation. Donc je ne sais pas si vous le montrer. Ça c'est le livre, le petit livre de poche, qui correspond à tous les textes qu'il y a dans le film. J'ai lu ça et puis j'ai dit à Raphaël, j'ai commencé, j'ai lu le bouquin et il m'a dit il faut le voir. Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, oui. Et donc après ça j'ai vu le film. Et c'est long, hein. Alors j'ai complètement annoté, j'ai beaucoup gribouillé dedans. Donc j'ai beaucoup bossé ce sujet-là. Et il y a un passage au milieu qui est terrible parce que c'est les Allemands savaient qu'ils faisaient des choses abominables et ils ont tout caché. Ils ont tout détruit, ils ont détruit toutes les preuves. Ils savaient qu'ils faisaient quelque chose d'affreux. Et c'est ça qui fait que... C'est parce qu'ils ont détruit toutes les preuves, ils ont détruit les chambres à gaz dans presque tous les camps. Je crois qu'il y avait un camp dans lequel elles restaient. Et en fait, on les a reconstruits après. Et les communistes qui ont libéré les camps, la plupart des camps ont été libérés par les communistes. Et les communistes ont construit ils ont construit par de façon illogique et irrationnelle. Et en fait, ça ne pouvait pas marcher. Donc, ça se voyait que ce n'était pas les vrais. Et les négationnistes, c'est-à-dire les négationnistes, c'est des gens qui veulent rétablir, réhabiliter le Troisième Reich, la pensée d'Hitler, faire comme si s'était rien passé de grave. Et ces gens-là se sont engouffrés dans cette absence de preuves pour dire que, parce qu'il y avait absence de preuves, il y avait absence d'événements. Et le problème, c'est qu'on ne les a pas assez contredits assez vite. J'ai découvert tout ça dans l'histoire du négationnisme de Valérie Gounet, que j'ai amené aussi, si vous voulez qu'on fasse une lecture, hein. Parce qu'elle explique bien ça. Elle explique comment est-ce que le négationnisme a pu se mettre en place. C'est parce que les Allemands avaient détruit toutes les preuves et que c'était compliqué de prouver le crime en ayant aussi méthodiquement détruit toutes les preuves et que personne ne s'en est occupé pendant des décennies. Pendant des décennies, personne ne s'est occupé d'essayer de retrouver les preuves qui restaient. Et c'est que tardivement, que les historiens ont bossé sur cette question pour établir les preuves, et c'est pas venu tout de suite. Et finalement, on a trouvé des preuves chez les autres que les nazis, chez les fournisseurs des nazis, chez les gens qui entretenaient les chambres à gaz. Et il y a un gars qui s'appelle Jean-Claude Pressac, qui n'était pas historien, mais qui a énormément bossé sur la question, et qui, avec les documents des autres, a réussi à prouver l'existence des chambres à gaz. Bon, j'ai découvert tout ça en lisant le gros livre de Valérie Gounet, l'histoire du négationnisme, et dans lequel il y a, et c'est très étonnant, je trouve, il y a un long entretien avec Pressac à la fin, qui est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse publier un truc pareil, parce que Pressac, c'est celui qui, sur Terre, est reconnu comme celui qui a prouvé l'existence des chambres à gaz. Et bien, quand on lit ce qu'il a écrit dans le livre de Valérie Gounet, qui a été écrit après la loi Guesso, c'est incroyable. Enfin bon, je vous laisse lire ça, lisez-le, vous verrez. Mais tout ça est compliqué. Moi, je ne savais pas tout ça à l'époque de Denis Robert, à l'époque du média, là. Et tout ce que je savais, c'est que j'avais lu le livre de Jean Bricmont sur la liberté d'expression, qui a fait, c'est vraiment un bon bouquin qui s'appelait La République des censeurs, et qui a été réédité qui a été réédité sous le nom Les censeurs contre la République, dont j'ai fait la préface. Donc je connais ce livre, et dans ce livre, Jean insiste sur un point qui n'est pas marquant, mais qui laisse une trace, qui est qu'il y a un grand historien qui s'appelle Arnaud Meyer, qui est un des plus grands historiens de la Shoah, et qui a écrit texto. Il a écrit et il explique pourquoi. Et ça, je l'ai amené aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui permet de comprendre comment un honnête homme peut dire j'en sais rien, quoi. Et ça vaut le coup que je vous lise ce passage. Arnaud Meyer, dans un gros bouquin qui s'appelle La solution finale dans l'histoire, écrit. Alors lui, c'est pas un connaisseur, c'est un spécialiste, quoi. Il écrit « Les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois rares et peu sûres. » Donc c'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands historiens. Donc si vous voulez, quand tu sais rien et que tu sais ça, tu dis ok, bon,
je suspends mon jugement et puis les historiens vont voir. Puis il explique après, les agents SS effacèrent consciencieusement les traces de leur activité meurtrière et en détruisirent les instruments. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Non seulement les SS firent disparaître tous les registres et autres documents officiels, qui de toute manière étaient incomplets, mais ils démolirent aussi, bien avant l'arrivée des troupes soviétiques, la plupart de leurs installations de mort et de crémation. Ils veillèrent en outre à faire disparaître les ossements et les cendres de leurs victimes. Nos connaissances se fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre, sur les souvenirs des survivants et des témoins. Et c'est vrai qu'après ça, donc on comprend que ça va être compliqué de prouver parce que ils savaient qu'ils faisaient quelque chose d'épouvantable, les Allemands. Ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de jamais vu, quoi. Et donc ils ont bien méthodiquement tout détruit toutes les preuves. Et donc ça a posé aux historiens un problème compliqué après, qui a permis aux négationnistes de s'engouffrer là-dedans et de prouver. Quand tu sais ce que je fais depuis le début, depuis 15 ans, depuis 2005, moi, je ne parle jamais de ça, je ne parle jamais de ces sujets-là, je ne parle pas de ça, je ne connais pas ça. Je m'occupe des guerres, je travaille beaucoup sur les guerres, je travaille sur les causes des guerres, j'ai travaillé beaucoup sur le financement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le fait que Hitler n'est pas tombé du ciel comme un affreux Jojo épouvantable, une espèce de fou furieux, un assassin, et puis c'est lui qui a tué tout le monde, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il a été aidé, il a été voulu par la bourgeoisie, pas seulement allemande, par la bourgeoisie française. Les Français, les bourgeois français voulaient Hitler. Ils disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Donc Hitler était anticommuniste, et c'est ça qui plaisait aux bourgeois. Les bourgeois sentaient la poussée révolutionnaire qui venait de la crise de 29 et du chômage, de la misère. Et pour se débarrasser de la révolution, les bourgeois se sont toujours servis de la guerre pour faire massacrer les jeunes gens révolutionnaires qui partent à la guerre et qui se font tuer. C'est déjà ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je travaille sur ce qui rend possible les guerres, sur le financement des guerres, pour qu'elles ne soient plus possibles. Et je ne travaille pas sur les modalités d'extermination. Si vous voulez, dans le génocide au Rwanda, je ne travaille pas sur est-ce qu'ils les ont tués à la machette ou est-ce qu'ils les ont tués, je ne sais pas comment, enfin... C'est pas ça qui va m'aider à éviter que ça ne recommence. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut éviter que les guerres n'aient lieu. Et donc je travaille sur les institutions qui permettraient au peuple d'empêcher à leurs représentants, d'empêcher aux élus, empêcher les élus de déclarer les guerres et de préparer les guerres comme ils le font en ce moment. En ce moment, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN préparent des guerres contre la Russie et la Chine. C'est évident, les troupes se massent. La guerre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La guerre, ça se prépare. Il faut amener des véhicules, des matériels, des armes, des canons, des tanks. Et l'OTAN est en train de faire ça aujourd'hui. Et ce que j'étudie, c'est précisément les institutions qui permettent d'éviter ça. Et alors, quand on me demande, est-ce que tu as un doute sur les chambres à gaz ? Bon, c'est vrai que je suis con, parce que Denis fait ça pour qu'on puisse mettre en évidence, ce qui est quand même pas compliqué, que je ne suis pas d'extrême droite. Et moi, au lieu de dire, non, je n'ai aucun doute, parce qu'en fait, j'en sais rien, et je vais dire, j'en sais rien. Bon, c'est con. Mais c'est pas criminel. Je vous rappelle que, enfin bon, voilà, je vais pas. Lisez Arnaud Meyer, vous verrez. Et puis lisez l'histoire du négationnisme. Vous verrez que c'est pas criminel de dire je m'occupe d'autre chose qui va permettre que ça n'arrive pas. Et ça, je sais pas. Et je trouve que c'est pas criminel. J'ai réécouté l'entretien aux médias. Vous vouliez faire part de votre ignorance sur cette période. On y a dit beaucoup de choses. On y a dit beaucoup de choses dans cet entretien aux médias. Et je trouve que c'était un bon entretien, c'était intéressant, on a dit plein de choses utiles. Comment vous avez vécu toutes ces attaques dont vous avez fait l'objet humainement, vous, Étienne Chouard? D'abord, comment vous avez vécu les trahisons, par exemple, de certains de vos amis? Je pense notamment à François Ruffin, qui s'est empressé d'aller sur France Inter pour déclarer qu'il avait fait, je le cite, une erreur en vous rendant hommage. Non, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il avait été courageux quand, au moment des Gilets jaunes, il avait, malgré une espèce d'interdit sur mon nom, la gauche depuis longtemps, enfin la gauche, une partie de la gauche, parce que moi je suis de gauche, mais une partie de la gauche avait décidé que Chouard était infréquentable.
Et puis, il se trouve que sur les ronds-points, avec les gilets jaunes, tout le monde parlait du RIC et de ce que je faisais. François était courageux quand il a fait ça. Quand il en a parlé à l'Assemblée nationale, aux grandes dames de ses collègues de l'Assemblée nationale, c'était courageux. Mais après ça, après l'épisode du média, qui a été monté en épingle, il faut comprendre, enfin c'est évidemment monté en épingle, les gens qui m'ont tapé dessus, après l'épisode du média, là, après cet entretien, les gens qui m'ont tapé dessus me tapaient déjà dessus depuis 15 ans, enfin depuis 10 ans. Tous les journalistes, les élus, tous les agents du système de domination parlementaire, dont je conteste frontalement la légitimité à faire ce qu'ils font, tous ces gens-là disent de moi pique-pendre en déformant ma pensée et en évitant soigneusement de m'inviter dans des débats. Parce que c'est compliqué dans un débat. C'est compliqué face à Choix, qui dit à un élu vous n'êtes pas légitime à écrire les règles de votre pouvoir, c'est à nous, c'est nous qui avons besoin d'être représentés, c'est nous les représenter, toute la population, les 99%, la totalité de la population représentée, qui a besoin d'être représentée, est la seule légitime à écrire les règles de sa représentation. Et vous, les représentants, quand vous vous arrogez le droit d'écrire les règles de votre pouvoir, vous êtes illégitimes. Quand je dis ça, un élu ne peut pas se défendre sans montrer, en même temps qu'il se défend, qu'il est démophobe, qu'il est un ennemi du peuple. Donc c'est très compliqué, en fait. La seule façon c'est comme ça que je l'analyse. Hein. Peut-être qu'un élu va... Enfin, les 2 ou 3 que j'ai eu en face de moi avaient beaucoup de difficultés. Hein. Peut-être qu'un élu va me montrer qu'il arrive à se défendre contre cette thèse que je défends. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de me discréditer, de me calomnier, de me faire passer pour un mangeur d'enfants. Alors, au début, c'était l'extrême droite, et puis maintenant, c'est négationniste, fasciste, quoi, un néo-nazi, enfin n'importe quoi. Après cette espèce de bronca qui a eu lieu dans tous les médias qui ont profité de l'occasion pour me discréditer complètement comme ça, c'était sûr, plus jamais on aurait de débat avec Choix. Évidemment, François a fait l'objet de toutes sortes de pressions, hein, amicales mais fortes, quoi. Hein. Et donc il a fallu qu'il se démarque pour pouvoir continuer à travailler. Il n'arrivait pas à travailler sans se faire envoyer dans la figure sans arrêt. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger avec lui ? Un peu avant. Et puis, mais plus depuis. Mais il faut comprendre, il y a un effet de meute. Le système de domination empêche l'expression de la véritable opposition et ne laisse qu'une opposition contrôlée. Lisez Orwell, l'opposition contrôlée, c'est une opposition dont le pouvoir n'a rien à craindre. Et donc, c'est là le pouvoir tolère l'opposition contrôlée. Écoutez bien ça, c'est important. Une opposition dont il n'a rien à craindre. Par contre, il y a des oppositions subversives qui sont dangereuses pour le pouvoir et qui, là, n'ont pas voix au chapitre, ne peuvent pas... Et donc, j'en veux pas à François non plus. Hein. Il ne faut pas faire autrement, quoi. Hein. De manière générale, quand tu fais quelque chose de mal et que tu ne peux pas faire autrement, c'est pas grave. Enfin, tu peux pas faire autrement. Enfin, si, quelque part, vous dites, il a suivi... Il y en a qui sont plus courageux, quand même, qui ont continué qui restent mes amis, quoi. À vous soutenir. Qu'est-ce que vous pensez, de manière générale, Étienne Chouard, de l'accusation souvent de complotisme? Maintenant, je parle de manière plus large de ce sujet, de la liberté d'expression qui est brandie à tout bout de champ dès lors qu'une idée ou une proposition s'éloigne de la doxa. Vous avez déclaré, je vous cite, « Un bon complotiste est un bon citoyen ». Est-ce que vous pouvez préciser ? Je n'ai pas dit un bon complotiste est un bon citoyen. C'était dans un dernier tweet où je relayais quelqu'un qui tempêtait contre la dictature sanitaire actuelle et je disais, voilà quelqu'un qui est un traité complotiste, voilà quelqu'un qui est un bon complotiste, c'est-à-dire en fait un bon citoyen. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est super important cette histoire de complotisme et de citoyen, c'est super important. On a besoin d'une démocratie digne de ce nom. C'est une démocratie dans laquelle le peuple est appelé à voter, pas à élire. Nous, on n'est pas en démocratie, on élit. Donc on désigne des représentants qui vont tout voter à notre place. On ne vote pas. Voter, c'est décider. Élire, c'est désigner quelqu'un qui va tout voter à notre place. Quand on élit, on renonce à voter. Élire, c'est antidémocratique.
Si vous acceptez l'élection, c'est que vous acceptez... Bon, c'est peut-être un meilleur système, hein, peut-être qu'on n'est pas obligé d'être démocrate, hein, mais quand élire, c'est renoncer à voter. Dans une démocratie digne de ce nom, le peuple va être appelé à voter, à décider. Il faut donc qu'il ait une opinion qui soit éclairée. La liberté d'expression, ça sert à éclairer l'opinion comme il faut, en lui présentant les tenants et les aboutissants et toutes les opinions nécessaires avant qu'il ne décide. Il faut qu'il ait vu des exposés qui sont pour la loi en question, la loi dont on est en train de parler, les exposés contre. Il faut qu'il voit des controverses entre les personnes qui sont pour et qui sont contre. Il faut qu'il ait bien tout vu. Il faut que rien n'ait été caché. Il faut que la première fonction de la liberté d'expression, c'est d'éclairer l'opinion, c'est de permettre à l'opinion de se former en toute connaissance de cause. Mais c'est pas tout. La liberté d'expression a une deuxième, et ça je le développe dans la préface que j'ai faite au livre de Jean Bricmont, qui s'appelle « Les censeurs contre la République », qui est un bon et beau livre, et j'ai fait une longue préface sur la liberté d'expression. La deuxième fonction de la liberté d'expression, c'est de protéger les citoyens contre les tyrans, contre les complots, contre les intrigues des puissants qui n'auront de cesse que de détruire la démocratie. La démocratie est un régime fragile qui est sans arrêt exposé à des intrigues, des conspirations de toutes sortes. Depuis la nuit des temps, c'est une folie, c'est une sottise de le contester. Les régimes démocratiques sont exposés à tous les complots, et la liberté d'expression, c'était le sens de l'Iségoria à Athènes. L'Iségoria, c'est le droit de parole à tout propos, à tout moment, donné à tout le monde, donné à tous les citoyens. L'Iségoria faisait de chaque citoyen potentiellement une sentinelle, capable donc de dénoncer des complots quand elle les observait, de façon à protéger la démocratie et d'alerter l'opinion. Donc un citoyen digne de ce nom, il se sert de l'Iségoria. Et quand il voit un complot, il le dénonce. Et s'il se trompe, d'ailleurs, s'il se trompe et qu'il dénonce un complot à tort, il se ridiculise. Ou s'il entraîne l'Assemblée dans une mauvaise décision, il faudra qu'il en assume la responsabilité. Avec la liberté d'expression va une responsabilité, les deux choses vont ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche des complots et le courage de dénoncer les complots quand on en a observé, c'est une qualité de base. Et le courage, une qualité fondamentale de citoyen. Un citoyen digne de ce nom devrait être soucieux, devrait faire attention aux différentes intrigues, et quand il en repère, avoir le courage de les dénoncer publiquement. Et l'Iségoria, le droit de parole, ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression, lui permet de le faire en gardant la vie sauve, en gardant sa liberté sans crainte. Bon, la plupart des citoyens n'avaient déjà pas ce courage-là à Athènes, et la plupart des citoyens aujourd'hui n'ont pas ce courage-là aujourd'hui. Normalement, le boulot est donné aux journalistes. Le rôle de la presse, c'est d'être attentif aux complots et de dénoncer ces complots. La presse fait le boulot des citoyens, permet aux citoyens, permet au régime démocratique de survivre, même si tout le monde ne fait pas le boulot de surveiller les complots, la presse, elle, doit le faire. C'est son boulot. Le boulot du journaliste, c'est étonnant parce que normalement les journalistes devraient être les complotistes. C'est ce qu'on appelle complotiste. Mais complotiste, il faut comprendre, c'est péjoratif quand on dit « ist », c'est-à-dire que c'est mal c'est mal de chercher des complots et quand on en voit de les dénoncer. C'est dingue. Les journalistes qui devraient être ceux qui cherchent les complots et qui les dénoncent pour alerter l'opinion, pour défendre les libertés, sont aujourd'hui ceux qui, au lieu de faire ça, dénoncent les chercheurs de complots, les lanceurs d'alerte, les dénoncent en les traitant de complotistes comme si c'était mal. C'est dingue. Ces journalistes ne sont pas des journalistes, c'est des anti-journalistes. Qu'est-ce qu'on reproche aux complotistes? On leur reproche quoi, d'être paranoïaque, c'est ça, de voir trop de complots. Mais est-ce que c'est dangereux? Le gars qui a l'impression qu'il y a des complots et il les dénonce et puis c'est pas vrai. Bon, rapidement, il se ridiculise, puis personne l'écoute. On s'en fout. Il a fait de mal à personne. C'est pas dangereux du tout. La paranoïa des gens qui voient trop de complots. Il y en a tendance parfois. Et par contre, c'est très dangereux. Il y en a partout des complots. Mais écoutez certains. Alors, il y a des gens qui voient des complots partout. Oui, voilà, c'est des paranoïaques.
Mais c'est pas eux qui sont dangereux, ils n'ont pas le pouvoir. Ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui sont au pouvoir. Si vous voulez, à discréditer les gens qui dénoncent des complots, comme si ils ne faisaient que ça de dénoncer des complots tout le temps, alors ils sont juste en train d'en dénoncer un, et qui est important, c'est littéralement protéger les comploteurs de faire ça. Enfin, c'est incroyable qu'on donne du crédit au mot complotiste. Moi, j'ai aucun problème avec le complotiste, je vois bien que c'est une insulte, mais je la trouve ridicule. Nous avons besoin de gens, nous avons besoin de citoyens attentifs au complot et courageux pour les dénoncer, de façon à ce qu'aucun ne puisse, aucun complot, parce qu'un complot c'est secret, et souvent ça ne peut bien fonctionner que quand ça reste secret, et précisément l'idée c'est, en les dévoilant, en les rendant non secrets, c'est de les rendre inopérants. Nous avons besoin de gens qui cherchent les complots et qui les dénoncent. Et je dis pas du tout que toute la société est organisée sous forme de complot, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le complot existe et qu'un régime de liberté a besoin que les complots soient correctement dénoncés par différentes sentinelles dans la population, et que c'est une manœuvre déloyale et dangereuse de dénoncer le complotisme. Et vous pensez que ça participe à discréditer la liberté d'expression en France? Est-ce qu'elle est menacée selon vous, la liberté d'expression? Ça la discrédite, ça l'empêche. C'est-à-dire qu'en fait, si quand vous dénoncez un complot, vous vous faites ridiculiser, attaquer, menacer parce que vous êtes complotiste, mais effectivement, oui, la liberté d'expression, mais c'est même la fonction de protection contre les abus de pouvoir qui est en danger. Je suis très inquiet en ce moment, et je sais que je me trompe peut-être, qu'il y a sûrement des sujets sur lesquels j'ai trop peur. Ben, j'ai pas le droit de tout dire justement sur le sujet, parce que sur ce qu'on appelle la dictature sanitaire, là, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut faire attention, parce qu'on peut se faire censurer, et donc on peut pas tout dire. Donc, mais peu importe, parce que là, les gens me comprendront. Hein, je conteste frontalement les obligations qui nous sont faites en ce moment en matière sanitaire. Je les conteste, je les trouve illégitimes, je les trouve mal fondées scientifiquement. Je me trompe peut-être, mais je suis dans cet état-là, dans mon état d'information, je les conteste, et je vois bien que je me trompe peut-être. Nous avons des bulles. Les algorithmes nous mettent dans des bulles, mais nous-mêmes nous mettons dans des bulles en allant plutôt voir des gens avec qui on est d'accord. Bernard Manin soulignait ça il y a longtemps. Il disait l'Internet nous radicalise, mais même quelquefois ça nous fanatise. Quand vous parlez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, quand par souci de confort, vous vous protégez contre... Enfin, vous n'allez pas voir les gens qui ne sont pas d'accord. Quand les gens viennent vous spiller, vous contredire, dire que vous êtes un con, un salaud, vous vous en débarrassez, vous les bloquez, vous les censurez. Et finalement, vous restez petit à petit avec des gens qui pensent comme vous. Quelle que soit la pensée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous nous fanatisons. Et donc, moi, je fais attention, je le fais pas assez, mais je le fais. Là, en ce moment, j'ai une discussion, pas assez serrée, mais une vraie discussion avec des gens qui sont vraiment en désaccord frontal avec moi sur le sujet de la dictature sanitaire. Et ça me fait du bien. Parce que d'abord, ça m'oblige pour leur montrer mon point de vue, ça m'oblige à bien argumenter, bien organiser mes arguments, et puis ça m'oblige à entendre des choses que j'entends plus, parce que dans nos bulles, on n'entend plus ce qui se dit dans la bulle d'en face, et de les entendre, ça permet de mieux comprendre leur point de vue. J'ai besoin de ça comme une hygiène. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. On avait prêté à Voltaire, c'était apocryphe, je crois que c'est pas lui qui l'avait dit, mais on lui avait prêté cette pensée qui est une belle pensée. Je suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout ce que je peux, je mourrai, je donnerai ma vie pour que vous puissiez le dire. Enfin, c'est une exagération, mais ça veut dire j'ai besoin que vous puissiez vous exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si on commence à condamner les gens parce qu'ils ont pensé quelque chose, on sort des lumières, ça devient tyrannique. À mon avis, quand vous avez muselé... Alors je prends les pensées qui, moi, me déplaisent le plus, qui sont les plus dangereuses, les pensées racistes, les pensées violentes. Quand un jeune homme est sur cette voie-là, il est sur une voie terrible, il est en train de... Antisémite, ouais. Mais je traite pas cette question-là particulièrement. Moi, c'est un racisme, un de plus. Tous les racismes sont problématiques. Mais quand j'envisage une jeune personne, un jeune homme qui est en train de devenir raciste, violent, ce que j'ai compris, moi, c'est que si je le traite de raciste, de salaud, je vais rien changer. Il va pas s'améliorer. Il va s'endurcir.
ça va s'aggraver et on va finir par se taper dessus. Pour la pédagogie. Et il me semble, et c'est pour ça que j'ai tant d'emmerdes, je pense, il me semble que les gens de l'autre bord, qu'on dit d'extrême droite, j'ai beaucoup plus de chances de les conduire, c'est pas de les conduire, c'est de les aider à changer de position en leur parlant, qu'en les combattant, en les maltraitant et en les injuriant. J'ai plein d'exemples de ça. Ou qu'en les condamnant. Alors, oui, non, mais je peux les condamner dans une discussion, c'est-à-dire que, de toute façon, le condamner, j'ai pas de pouvoir, moi, je peux pas condamner ou absoudre, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais par contre, je sais que je peux pas parler à quelqu'un si je le respecte pas. D'abord, en préalable, comme un être humain, il faut que je le respecte. Si je le respecte pas, il va pas m'écouter. Et il aura raison. Il aura raison, ça se comprend. Donc, je prends comme a priori que je vais parler avec tous les êtres humains, tous, et que ceux avec qui je suis pas d'accord du tout, je trouve que c'est super dangereux ce qu'ils disent, quoi. Eh ben, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène, parce que normalement, je pense que je vais vous dire, et je me dis c'est peut-être naïf de dire ça, mais il me semble que tout le monde est animé par sa vision du bien commun. Je pense que même les gens... On sait que l'homme est bon. C'est pas que l'homme est bon. Non, il peut être très mauvais, c'est-à-dire qu'il peut se tromper. Il peut avoir l'impression de défendre le bien commun, et puis en fait, il ne défend pas le bien commun, et il fait des horreurs. Donc, voilà, c'est pour ça que j'hésitais avant de le dire comme ça, parce que je me dis, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça. Et pourtant, il faut quand même, à mon avis, il faut partir de là pour essayer de changer les choses. La politique, ça sert à ça. Il va falloir qu'on se parle, même si on n'est pas d'accord, et si on s'insulte, le débat n'est plus possible, et le progrès non plus n'est plus possible. Je vais te donner un exemple concret parce que je m'appuie sur quelque chose que j'ai vécu pour dire ça. Les gens, il se trouve que dans mon évolution là depuis 15 ans, comme je suis démocrate et que je cherche une égalité politique. Je cherche un système d'institutions qui donne une égalité politique à tout le monde. Je cherche à instituer un processus constituant qui intègre tout le monde, un processus constituant populaire permanent. Mais populaire, je dis bien populaire, c'est-à-dire que je ne pense pas au peuple de gauche. Pour moi, c'est populaire, c'est tout le monde, y compris les gens de droite et d'extrême droite. Tout le monde, les humains, les êtres humains. Le processus constituant devrait être composé de tous les humains. Comme je dis ça, je n'ai pas d'ostracisme par rapport à un camp ou à un autre, et donc ça m'a amené vers ce que je dis, des gens qui d'habitude se préoccupent pas des discours de gauche, des gens de droite ou d'extrême droite, qui disent c'est intéressant, et puis on peut parler avec lui, donc on va parler avec lui. Donc il y a des gens qui autour de moi sont d'extrême droite, viennent aux conférences et que je vois, et quand je parle avec eux, je m'aperçois que dans leur imaginaire, la démocratie, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ils détestent ce régime, donc ils détestent la démocratie. Le problème, c'est que notre régime, c'est pas la démocratie. Notre régime, c'est le gouvernement représentatif, c'est une antidémocratie. Ça a été pensé depuis le début comme une antidémocratie. Comprends bien ça. Ces jeunes gens qui sont en train de devenir d'extrême droite, c'est-à-dire qui sont pour un régime autoritaire, veulent ce régime autoritaire parce qu'ils... Enfin, de ce que j'ai compris, ils veulent ce régime autoritaire parce que c'est la meilleure solution pour eux entre la démocratie, qui est le régime actuel, qui est une saloperie, qui est un régime de corruption, un régime d'exploitation, un régime dans lequel on fait travailler les enfants, dans lequel on détruit la planète, dans lequel les plus riches se gavent. Et donc, quand ils voient le système de corruption, ils appellent ça la démocratie, ils disent on est contre ça. Et puis, ils voient les régimes communistes, ils voient l'URSS, la Chine, les goulags, les camps de concentration, la privation de tout, ils disent alors le communisme, c'est épouvantable. Okay. Et donc, ils préfèrent le fascisme, qui est un système d'ordre. Et là, si on discute, et que je leur dis, mais la démocratie, c'est pas ça, la démocratie. Il y a une autre possibilité, qui n'est pas une troisième voie, qui est une quatrième voie, qui est autre chose, qui est un régime dans lequel le peuple écrit lui-même les règles de la représentation, écrit lui-même la Constitution, donc il écrit des règles qui lui permettent de garder le contrôle des élus, qui lui permettent d'empêcher le régime tyrannique. Est-ce qu'on peut en profiter pour dire exactement ce que c'est le peuple pour vous? Le peuple, c'est tout le monde. C'est tous les êtres humains qui vivent sur un territoire ensemble
et qui ne sont pas d'accord sur les lois, ils ont des conflits. Hein. Je nie pas du tout les conflits qu'ils vont avoir. Pour moi, il me semble qu'on devrait appeler peuple une multitude, qui donc pas encore un peuple, mais qui, après avoir discuté, et ça commence dans la commune, hein, ça commence à petite échelle, mais une multitude qui, parce qu'elle vit sur le même territoire, décide de vivre ensemble et décide d'instituer une représentation pour vivre ensemble, à partir du moment où ils ont écrit leur constitution, là, à mon avis, ils s'appellent peuple, c'est-à-dire que ça devient des adultes politiques. Et à mon avis, pour l'instant, on ne mérite pas le nom de peuple, parce qu'on ne s'occupe pas du tout de notre processus constituant. Bon, ça, c'est ma définition à moi, ça se discute, c'est un chantier, ça se travaille. C'est une discussion que j'aimerais bien avoir avec François Bégodeau, d'ailleurs. Mais, comprends-moi, quand les jeunes gens qui sont en formation, parce qu'ils sont tout jeunes, quoi, hein, si tu les considères, si tu dis d'eux, ce sont des fascistes, ce sont des racistes, le verbe être, ça les essentialise. C'est-à-dire qu'en fait, tu les enfermes dans leurs opinions dans ce moment. Comme si ça ne pouvait pas changer, comme si c'était leur nature, comme si c'était quoi? Leur race, c'est la race des fascistes. Ça veut dire que c'est à vie, on va les combattre jusqu'à quoi? Et alors, on les accepte plus dans l'espace délibératif, et puis, mais ça va finir en guerre civile, quoi, ce truc-là. Alors que, si tu arrives à leur rendre sensible la possibilité d'un régime parce qu'ils sentent bien quand même qu'il y a des risques avec la dictature, qu'ils souhaitent pour l'instant comme le moins mauvais des régimes. Si tu leur montres qu'un système démocratique est possible, je ne te dis pas que je vais les transformer tous, mais déjà si tu en transformes quelques-uns, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup mieux que cette espèce de guerre civile qui est l'esprit partisan, qui considère les gens comme définitivement à vie soit fasciste, soit gauchiste, il y a une espèce de racisme dans l'étiquetage politique, comme si les gens n'étaient pas capables de changer d'avis. Et moi, on me reproche de parler à des royalistes, parce que quoi? Parce que je parle à un royaliste, je vais devenir royaliste, mais c'est une blague. Je ne deviens pas royaliste en parlant à un royaliste. Pour moi, c'est extravagant d'être royaliste, et j'ai besoin de comprendre pourquoi il est royaliste, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il tient vraiment. Est-ce que c'est vraiment le roi tel qu'on se l'imagine? Peut-être que lui, il est capable d'imaginer un roi dont la constitution le rendrait révocable. Mais j'ai découvert ça. Il y a un jeune homme qui est un de mes amis, qui est vraiment quelqu'un qui est devenu proche à force, et qui est devenu un royaliste, mais constitutionnaliste. Une monarchie constitutionnelle dans laquelle, quand le roi déconne, il peut être viré par référendum d'initiative citoyenne, on peut se débarrasser du roi. Mais si tu veux, lui, il a besoin d'un symbole qui est... c'est presque mystique, tu vois, c'est religieux, tu vois, c'est un symbole. Et pourquoi pas? Ça, on s'en fout. Moi, s'il n'a pas le pouvoir de tyranniser et s'il est révocable, si ça se trouve, on va pouvoir discuter. Et si tu veux, c'est pas parce que je parle à un royaliste que je deviens royaliste. On discute, on réfléchit au bien commun. Et si tu veux, il y a une hystérisation qui vient des partis politiques. À force de se battre dans le cadre d'un parti politique pour gagner une élection, on se met à faire comme un guerrier, comme un guerrier qui considère qu'il y a les gens de son camp, de son armée, qui sont les amis, et puis tous les autres, c'est des ennemis qu'il faut détruire. Quand tu es démocrate, tu raisonnes pas comme ça. Et en fait, c'est ça la source de mes emmerdes. C'est que, avec les copains de gauche qui s'éloignent de moi, c'est parce que... Vous êtes encore de gauche, quand même. Mais évidemment. Si tu veux, on parlera de ça. Qu'est-ce que c'est que la gauche, la droite? Mais évidemment, moi, je ne suis pas de droite du tout. Mais qu'est-ce qui vous rattache encore à la gauche d'aujourd'hui, à celle qui existe en France? C'est que moi, je me bagarre pour la justice, la paix, la justice, la prospérité et le bien commun. Et je tiens à ce que... Et ça, c'est une valeur uniquement de gauche? Oui. Et pour moi, il y a plein de gens qu'on dit de droite, et je conteste le clivage actuel. Je tiens au clivage gauche-droite. Clivage souverainiste, mondialiste, ça vous parle pas? Alors, ça ne me suffit pas, parce que... Oui, ça me paraît plus... Oui, mais... on peut en parler, c'est une autre façon d'envisager les groupes politiques, mais ça n'épuise pas, ça ne remplace pas le clivage gauche-droite. Tout doit se voir uniquement à travers ce prisme-là. Non, c'est pas... Non, pas d'alternative.
Si, parce que quand tu es démocrate, tu imagines une société dans laquelle il va y avoir à la fois les mondialistes et les souverainistes, il va y avoir à la fois les gauches et les droites, il va y avoir... Michel Onfray dit souverainiste gauche, et les souverainistes de droite. D'autres sont souverainistes de droite. Oui, mais aucun des souverainistes en question ne défend la démocratie comme moi. En fait, ils ne sont pas pour le référendum, tous ces gens-là. Ils veulent tous mettre des garde-fous. Ils veulent tous, alors pour les gens qui nous écoutent, le RIC, c'est quoi exactement? Référendum, ça veut dire qu'on vote. D'initiative citoyenne, ça veut dire que c'est le peuple lui-même qui pose les questions. Sur tous les sujets? Sur tous les sujets. Alors, y compris la peine de mort, par exemple, si on devait revenir dessus. Y compris la peine de mort, bien sûr, sur tous les sujets. Attends, si tu es souverain, qui es-tu, toi, qui es en train de dire il ne faut pas que ce soit sur la peine de mort? Il ne faut pas que ce soit sur les sujets de société les plus controversés habituellement. Qui es-tu, toi, qui dis non, il ne faut pas que ce soit sur la peine de mort? La parole du peuple, elle est parole d'évangile, selon vous, sur tous les sujets. C'est ça la démocratie. Si je me faisais l'avocat du diable, vous ne pensez pas que parfois un esprit éclairé, il peut être plus à même de décider que le peuple, y compris après un processus délibératif comme vous le décrivez? Alors, c'est possible que ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on observe l'intelligence collective est plus puissante que l'intelligence individuelle. Nous arrivons... Alors, il y a des conditions, hein, les conditions de mise en scène des conflits, de le mariage gay, la PMA, tout ça, ça aurait dû faire l'objet d'un référendum. Mais attention, d'un référendum avec des conditions de débat et de réflexion préalable, de mise en scène des conflits avec... vraiment, mise en scène des conflits, c'est un mot très important pour la démocratie. Hein. La démocratie, c'est un régime qui met en scène les conflits, c'est-à-dire qui présente aux citoyens avant qu'ils ne décident, et pendant une longue période, pour que les opinions puissent bien se former comme il faut, et qui présente tous les arguments dans un sens et dans l'autre, et puis des controverses entre les partisans. Jacques Testard, qui... un scientifique étonnant, remarquable, qui travaille sur le tirage au sort depuis des années. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est dévoué à ça et c'est remarquable ce qu'il fait. C'était l'inventeur du bébé éprouvette dans les années 60. Et aujourd'hui, il travaille sur des conventions citoyennes. Et il n'aime pas le référendum parce qu'il trouve que les gens sont pas... Justement, on n'arrive pas à éclairer l'opinion. Il dit on demande leur avis à des gens qui connaissent pas, qui en connaissent pas assez pour prendre la décision. Et je suis assez d'accord avec ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est on prendrait de meilleures décisions si on tirait au sort une poignée de citoyens, sans faire attention à qui. On tire au sort les gens, vraiment, donc c'est vraiment n'importe qui, et on les forme. Et ce que fait Testard, c'est qu'il demande aux meilleurs connaisseurs du sujet, qui sont pour, de s'entendre avec les meilleurs connaisseurs du sujet qui sont contre, de s'entendre pour faire un programme de formation des tirés au sort. Il appelle ça le comité de pilotage. Le comité de pilotage prévoit un programme de formation et les tirés au sort se parlent entre eux, voient des conférences pour le oui, quelle que soit la question, voient des conférences pour le non, quelle que soit la question, voient des controverses entre les oui et les non, peuvent inviter des gens, ils lisent des bouquins sur la question. C'est sur une question, hein. C'est des questions compliquées, hein. C'est des questions comme sur l'euthanasie, des questions super compliquées. Il y a des arguments pour, des arguments contre, et ça dure des mois, et progressivement, ces gens-là deviennent des connaisseurs. Ça ne devient pas des experts, mais ça devient des connaisseurs qui nous ressemblent au départ, et qui probablement, c'est ça le pari, vont décider quelque chose que nous aurions fait nous aussi si nous étions éclairés. Et il dit, ces gens-là, il faudrait être le législateur. C'est-à-dire qu'on pourrait faire en fait une assemblée qui ne serait pas tout le temps la même, qui convoquerait pour chaque loi, tiens, il faut qu'on discute de cette loi, on va tirer au sort, on ferait des assemblées ad hoc, tirer au sort, et qu'on éclairerait correctement, et qui prendrait la décision, éventuellement avec... Alors moi, à mon avis, il faut qu'il y ait une confirmation par référendum, c'est-à-dire que... mais ce seraient des lois qui seraient préparées par des gens tirés au sort et qui seraient éclairées. Et ça, je trouve que tu as un mix entre le tirage au sort et finalement le vote à la fin qui serait intéressant, qui permettrait de ne pas demander cet effort à toute la population de tout le temps éclairer son opinion sur toutes les lois et pourtant d'avoir de bonnes lois. Qu'est-ce que vous attendez de l'élection présidentielle de 2022, Étienne Chouard? Rien du tout. Alors, pas tout à fait rien, parce que c'est un moment, rien du tout sur le plan de l'élu. L'élu qui va être élu, là, va être un ennemi du peuple comme les autres. Mais personne n'incarne, à défaut de mieux, tout cas, un peu vos idées dans le paysage politique. Il y en a un, et c'est historique pour moi, parce que c'est la première fois. Il y a une dame qui s'appelle Clara Egger, E-G-E-R, que je vous recommande, qui est une jeune femme
qui est prof à la fac aux Pays-Bas. C'est une Française, mais pour l'instant, elle travaille aux Pays-Bas. Et qui se présente avec comme seul programme le RIC constituant. En fait, quand on revient à l'os de la démocratie, qu'est-ce que c'est qu'un régime démocratique? C'est un régime dont le peuple peut déterminer lui-même les modalités de sa représentation. Donc il peut lui-même écrire sa constitution et la corriger, la modifier quand il a besoin. Il dit tiens, on a oublié ça, allez, on va faire un référendum d'initiative citoyenne constituant pour pouvoir changer sur ce point la constitution. À mon avis, in fine, au final, quand on aura développé une démocratie digne de ce nom moderne avec une population importante, on aura le RIC en toute matière, pas seulement constituante. Mais Clara, elle, se concentre sur le RIC constituant. Elle dit, et elle sait bien qu'elle ne sera pas élue, puisque le régime est fait pour que les citoyens comme nous, justement, ne soyons jamais élus. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va être élu? Enfin, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas un sujet. Par contre, excuse-moi, je réponds pas à ta question. Enfin, c'est une façon de répondre. C'est une réponse. Mais ce qu'on observe à chaque fois pendant les élections, c'est une espèce d'effervescence politique où les gens s'occupent de politique, font plus de politique. D'habitude, ils sont plutôt éteints politiquement. Et puis, à l'occasion des élections, ils se donnent un peu de mal. Et donc, c'est l'occasion de faire grandir un peu les idées, de les faire monter, de parler du RIC, de parler... Vous considérez qu'il n'est pas légitime s'il est réélu, Macron? Non, en termes de légitimité. Non, pas du tout, pas du tout. Il ne l'est pas, non, les élus ne sont pas légitimes, c'est eux qui ont écrit les règles et ils nous tiennent à l'écart en tout. Les élus, aujourd'hui, sont absolument pas légitimes. La Constitution est illégitime. Je l'appelle pas Constitution, c'est une anti-Constitution. Notre Constitution, c'est un texte qui nous tient à l'écart, volontairement, depuis le début, depuis 1789. Ça a été pensé comme ça. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants, disait Sieyès. C'est-à-dire que la France... On peut considérer ce que vous dites, ça peut être limite un appel à la guerre civile. Mais pas du tout, c'est le contraire. Comment? Enfin, c'est l'appel au soulèvement. Vous êtes en train de nous dire... Ah non, mais le soulèvement... c'est un appel à la réforme. C'est quand même très très fort ce que vous dites. C'est très subversif, mais c'est pas un appel à la violence du tout. Moi, je fais des ateliers constituants depuis 15 ans, donc avec des gens normaux, ordinaires, et nous nous entraînons à écrire la Constitution. C'est pas violent, c'est pas du tout la guerre civile. Vous donnez pas le moyen, mais le constat, c'est que vous dites en gros qu'il faut pas accepter ce système, si je vous comprends bien. Ben ça c'est pas mal, ça. C'est pas la guerre civile, ça. C'est quoi ne pas l'accepter ce système? C'est quoi pour vous? Non, mais le fait de trouver que... C'est ne pas voter, s'abstenir, c'est voter Clara Heger, oui, bon, d'accord, mais bon, à part ça... Mais moi, je ne m'abstiens pas du tout. Hein. Moi, je vote, j'allais dire je vote, mais je ne vote pas, j'élis. Je trouve toujours quelqu'un... Vous avez le droit de vote, donc par définition... Non, mais c'est mal nommé, ça. Une carte d'électeur. Mais quand on dit droit de vote, c'est une escroquerie. Ça, c'est l'escroquerie parlementaire. Le système de domination parlementaire se fonde sur des escroqueries langagières comme celle-là. Appeler droit de vote le droit d'élire, ça, c'est vraiment une escroquerie. Parce que justement, quand j'élis, je renonce à voter. Je ne déciderai de rien. C'est l'élu qui va tout décider à ma place. Donc ça, c'est vraiment une escroquerie. Quand on dit droit de vote, et puis c'est dans le langage, et c'est dur, moi-même, ça me vient quand je dis je vote pour quelqu'un. Non, tu votes pas pour quelqu'un, tu l'élis. Donc tu voteras rien. Il ne faut pas utiliser le mot vote. Donc il faut s'entraîner. Tu votes pour un représentant. Oui, mais c'est-à-dire que tu votes que tu voteras pas, quoi. Donc c'est un renoncement à voter, donc il ne faut pas l'appeler comme ça, tu vois. Si tu appelles vote l'acte par lequel tu renonces à voter, tu n'arrives pas à penser. Tu n'arrives pas à penser ton oppression et tu n'arrives pas à penser comment tu vas t'émanciper. Donc c'est important de distinguer les deux mots. Voter, ça n'est pas élire. Élire, c'est renoncer à voter. D'accord. Et donc, ça, on l'a compris. Donc dans les élections, j'élis toujours quelqu'un. Malgré le fait que je sais bien que ça va être une escroquerie, il y a toujours un ou deux candidats, ça a été récemment, ça a été Mélenchon ou Asselineau, qui étaient des gens qui me paraissaient moins affreux que les autres, quoi, plus vertueux, plus courageux. Ça me permet de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et ça leur donne du courage, puis ça leur donne de l'argent, parce qu'à chaque fois qu'on vote pour quelqu'un, l'État donne 1 ou 2 euros à condition d'atteindre 5%. À condition d'atteindre, voilà. Mais surtout, là, il y a autre chose aussi. La candidature de Clara Heger, elle permet d'inviter au débat, de forcer, tu vois, d'entrer dans le débat qui est profondément antidémocratique. Les campagnes électorales, elles sont radicalement antidémocratiques. Déjà, il faut qu'il y ait 500 signatures. Oui, mais ça c'est mafieux. La règle constitutionnelle des 500 signatures d'élus
pour être candidat à l'élection, c'est vraiment une mafia qui se protège et qui ne va pas laisser entrer les subversifs, qui ne va pas laisser entrer les gens qui contestent le système de domination. C'est mafieux. C'est protéger le système. Mais c'est le système qui se protège, le système de domination qui se protège contre la subversion. Mais c'est de bonne guerre, hein. C'est juste pas à lui. Nous ne devrions pas laisser les élus écrire les règles de l'élection. C'est à nous d'écrire les règles de l'élection, c'est aux électeurs d'écrire les règles de l'élection, et c'est pas aux élus. Mais les élus étant mais élus par le peuple, non, mais ils ne sont pas élus pour ça. Non, c'est vraiment... Ils ont une légitimité d'une certaine manière. Non, pas du tout. C'est un mandat qu'ils ont. Ils sont mandatés pour... Et on peut ne pas renouveler leur mandat à l'issue d'un quinquennat, par exemple. Si Emmanuel Macron est réélu, on peut considérer... Mais tu te rends compte que comme contre-pouvoir, c'est désespérant de faiblesse. Tu te rends compte que la seule sanction qu'ils encourent, pour avoir trahi le pays, pour l'avoir dévasté, pour avoir détruit la sécurité sociale, détruit le droit du travail, pour avoir désindustrialisé le pays, pour nous avoir exposés au libre-échange, à la pauvreté, à la tiers-mondisation générale. Pour ça, ils sont juste condamnés à ne pas être réélus. Et en fait, quand ils ne sont pas réélus, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont aussitôt engagés par telle grande banque, telle multinationale, ils sont payés. Tony Blair, quand il est sorti de son boulot de 10 Downing Street, il est tout de suite entré à JP Morgan. Je crois que c'est JP Morgan, dans une banque, pour 1 million de livres sterling par an, à rien foutre, hein, il n'y a même pas besoin d'aller au bureau. Gerhard Schröder, je crois. Ils sont tous comme ça. T'as Barroso qui va bosser chez Goldman Sachs, enfin ça va quoi. Donc, c'est pas une sanction de ne pas être élu. Mais à ce moment-là, il n'était plus en tout à l'heure, tu disais, activité. Tu te faisais l'avocat du diable, hein, je comprends bien, mais quand tout à l'heure tu disais... Quand même, il court le risque de ne pas être élu. Mais on se fout de notre gueule. C'est absolument pas un contre-pouvoir. Ça. Le risque de ne pas être élu ne peut pas être considéré comme un contre-pouvoir, une limite au pouvoir. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y en a qui se sont éloignés de l'élection, en tout cas. Ce sont bien sûr les Gilets jaunes. Ça fait un peu plus de 3 ans que ce mouvement est né. Je le disais en introduction de cette émission, vous en êtes pour beaucoup considéré comme l'une des têtes pensantes, l'un en tout cas des Gilets jaunes les plus respectés. Est-ce que vous pensez encore, Étienne Chouard, que les Gilets jaunes ont un avenir ? C'est un personnage conceptuel, le Gilet jaune, c'est l'exploité qui se lève et qui sort de chez lui. On a cru que le mouvement pouvait repartir et puis finalement, on a l'impression qu'il a fait long feu. On ne sait pas de quoi. C'est pas qu'il a fait long feu, il a été réprimé, on nous a crevé les yeux, on nous a arraché les mains, on nous a détruit les maisons qu'on construisait sur les ronds-points, des maisons du peuple, hein. C'était des maisons communes, des maisons où les gens étaient heureux de sortir chez eux avec leur misère et de se retrouver. Le nombre de fêtes que j'ai vues, c'est formidable, la fête qu'ils faisaient sur les ronds-points. Et quand les damnés de la terre sortent de chez eux, et ils avaient honte de leur misère, et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont nombreux à être misérables, leur honte se transforme en colère. C'est remarquable, ils font ce que nous devrions tous faire. Ils sont exemplaires. Les Gilets jaunes sont exemplaires. Alors, pas en tout, ils ont à mon avis, ils ont déconné sur la réflexion sur le système de représentation. Ils ont été excellents sur le RIC. Ils ont vraiment bien embrayé sur la priorité au RIC. Il y en a plein qui ont adopté cette priorité et c'est formidable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'historique. Ils l'ont fait connaître et c'est bien. Mais je leur disais aussi au début, il y a un deuxième truc que vous devriez faire, c'est rond-point par rond-point, péage par péage, pensez à votre représentation avant toute action. Décidez, il y en a qui l'ont fait, hein. On a écrit les règles de la représentation d'un rond-point à Agen, où en fait on explique pourquoi on veut être représenté, comment on veut être représenté, quand on va désigner nos représentants. Alors ils ont désigné avec un chapeau et on met les noms des candidats, on met les noms des gens pour qui on vote, et puis les candidats, il y a éventuellement des candidats, et puis ensuite on tire au sort parmi les papiers dans le chapeau. Et puis, donc, comment on les désigne, pour combien de temps? Est-ce qu'on les désigne pour qu'ils prennent les décisions à notre place et on les laisse faire, comme aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on les désigne pour qu'ils nous préparent les décisions et ensuite ils reviennent sur le rond-point et ils nous présentent les décisions qu'ils ont préparées et on les vote ou pas?
et ça c'est tout à fait deux formes de représentation tout à fait différentes. Hein. Est-ce qu'on veut des maîtres comme aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut des serviteurs qui nous préparent les décisions, mais c'est nous qui votons? Donc ça se décide rond-point par rond-point. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite d'utopiste? Pensez que c'est réalisable? Ça, mais c'est très bien, les utopies, c'est les réalités qui ne sont pas encore... c'est des projets qui ne sont pas encore réalisés, mais qui vont être... c'est applicable? Oui, bien sûr. Mais ça a eu lieu. En fait, il s'agit de savoir, quand vous décidez de vivre ensemble, vous êtes sur un rond-point, c'est exemplaire, ça ressemble à une commune. Tu as la commune libre de tel endroit, par exemple la Bouilladis, mais la Bouilladis, je prends un petit bled avec un nom un peu bizarre, mais tu as la commune libre d'un pays, d'un petit village, mais ça pourrait être là, on s'entraîne sur notre rond-point, on fait la commune libre du péage du pont de l'Étoile. Et en fait, c'est très formateur et c'est très exemplaire de réfléchir à nos règles de représentation de façon à... Parce que, donc, comment on les désigne, pour combien de temps, pour quel mandat, et puis comment on les révoque, comment ils nous rendent des comptes et comment on les révoque quand on n'est pas content. Ça, on l'écrit tout de suite. Comme ça, parce que les ronds-points ont très souvent été affligés des petits chefs qui rêvent de diriger le rond-point, le péage, le groupe, et qui ensuite chassent les autres, se font amis avec une petite bande, et puis se débrouillent pour que les autres puissent pas s'approcher du pouvoir de représenter le rond-point. Et ça, on trouve ça dans toutes les communautés, et les institutions servent précisément à l'empêcher, ça. Et donc, ce que j'avais invité à faire les Gilets jaunes, mais c'était trop tôt, ils l'ont pas assez fait. Mais ils le feront plus tard, c'est partie remise, ça va revenir, ça. Je pense que c'est une idée qui va grandir. Moi, je vais peut-être mourir, et puis je ne la verrai pas de mon vivant, mais je pense que le fait que l'idée que c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation, et nous devons apprendre à nos enfants, pour qu'ils le fassent quand ils seront plus grands, nous devons apprendre à nos enfants à écrire eux-mêmes les règles de la représentation. Quels représentants ils veulent, comment ils veulent les nommer, pour quel mandat, pour combien de temps, et comment ils veulent que leurs représentants leur rendent des comptes, et comment on les vire quand on n'est pas content. Les règles de la représentation, ça tient sur... Il n'y a pas besoin des doigts de deux mains, c'est court, et il n'y a pas besoin d'années de formation. On comprend vite, les gens comprennent vite. J'ai fait des ateliers constituants, j'en ai fait des milliers. Donc je peux vous dire, n'importe qui est capable de réfléchir à ces questions et va progresser beaucoup. Et quand tu réfléchis à ça, tu deviens un adulte politique. Et dans un peuple constitué de gens qui ont réfléchi à ça, il n'y a plus de tyran possible. Quand tu es devenu constituant, quand tu as réfléchi au pouvoir, au danger du pouvoir, quand tu as réfléchi à des procédures qui permettent de faire tourner les charges, qui permettent la rotation des charges, qui permettent la reddition des comptes, qui permettent la révocabilité, quand tu as réfléchi à tout ça, quand tu as un gars qui se présente et tu sens qu'il veut prendre le pouvoir, mais tu es tout prêt à te battre et à empêcher les tyrans. Donc ce que je veux dire, c'est que l'idée que je défends, elle est profondément antifasciste. Logiquement, elle est raisonnablement anti-tyrannique. Dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran. Dans une précédente émission, vous aviez traité Emmanuel Macron de gredin. De gredin, de criminel, oui, bien sûr, évidemment. C'est un criminel. C'est-à-dire qu'en fait, il détruit... Mais vous vous rendez compte de la portée de ce mot, quand même. Oui, mais bien sûr. Mais il n'est pas le seul. Hein. Sarkozy, c'était pareil. En fait, ils détruisent le bien commun. Ils détruisent toutes nos institutions de solidarité. Ils détruisent toute la sécurité sociale, mais ils le font exprès. Hein. Et excuse-moi, mais quand tu détruis le droit du travail... C'est un traître à la patrie, quoi, selon vous. C'est un traître à la patrie, oui, certainement. Oui. Mais comme tous les très riches et les serviteurs des très riches, hein, les riches n'ont pas de patrie. Leur patrie, c'est l'argent. Et là, vous généralisez pas un petit peu... C'est vieux comme le monde. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est tellement... C'est un peu simpliste, honnêtement. Oui, c'est simple, mais c'est robuste. Simpliste. Oui, mais simpliste, ça veut dire trop simple. Bon, peut-être que vous trouvez ça trop simple, mais moi, je trouve ça robuste. Je pense que... Non, tous les riches sont coupables d'être riches. C'est pas les riches, c'est les très riches. Hein. En fait, quand on a trop d'argent, c'est une maladie mentale. C'est quoi être riche aujourd'hui pour vous? C'est pas riche, c'est les ultra riches. Hein. Les ultra riches, c'est ceux qui, quand tu leur donnes de l'argent, ils le dépensent pas. Ils ont déjà satisfait tout. Bernard Arnault, tu lui donnes 1 milliard, il va pas en dépenser un centime. Il a déjà toutes ses voitures, ses maisons, il mange les meilleurs plats. Mais il emploie des gens.
Attends, il y en a qui vont vous répondre, il fait travailler des gens. Mais pas du tout, on n'a pas besoin de lui pour travailler. On n'a pas besoin des riches pour travailler, on n'a pas besoin de l'argent des riches, pas du tout. La création monétaire est un enjeu d'ailleurs majeur, parce que toutes les privations et toutes les politiques abominables qu'on nous inflige aujourd'hui sont toutes liées de près ou de loin à un manque d'argent et à une dette qu'on a créée de toutes pièces, parce que justement on a empêché la puissance publique de créer la monnaie nécessaire à la prospérité. Mais c'est une construction politique. Ça a commencé en 74, en 73, Giscard, et 74, c'est le premier budget en déficit. Depuis 74, tous les budgets sont en déficit. C'est-à-dire que les élus, de gauche comme de droite, mais en fait ils sont tous de droite, les élus, depuis 74, ont tous voté des budgets en découvert, et donc ont amplifié la dette. C'est-à-dire que ces gens-là ont, consciemment ou non, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais ils ont construit une tenaille en endettant l'État, c'est-à-dire en faisant des trous dans le bateau, de la coque du bateau, pour qu'il coule. Mais normalement, il est insubmersible. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, il la crée. L'État devrait créer la monnaie quand il dépense et détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt. C'est lui qui devrait créer la monnaie, pas les banques. Ça, il nous faudrait 4 heures pour... On va arriver justement au terme bientôt de cette émission, Étienne Chouard. Alors, à défaut d'avoir un système idéal comme celui que vous décriviez, la politique, pour vous, jamais en l'état, vous ne pourriez pas rejoindre un parti ou une liste pour une élection, je suis candidat à rien, même si ce n'est pas un système qui vous convient, mais c'est pour essayer de l'intérieur de faire changer les choses. Non, moi ce que je fais, c'est de l'éducation populaire pour que nous nous émancipions tout seuls. On n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des riches, on n'a pas besoin des élus, on n'a même pas besoin des faux journalistes. Je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, s'émanciper tout seul, si ce n'est pas un appel au soulèvement, à la révolution? Mais non, parce que... Non. La révolution, ça peut être pacifique? Oui, absolument. Enfin, non, il va sûrement y avoir des violences, mais qui sont toujours le fait des riches. C'est toujours les riches qui développent un niveau de puissance criminels quand on met en cause leurs privilèges. C'est toujours les riches qui au Venezuela, la violence qu'il y a contre Chavez et Maduro, la violence qu'il y a dans leur pays, c'est une violence qui est entretenue par les bourgeois, les grands bourgeois qui se débarrassent qui rendent le régime critiquable. La violence, elle est déclenchée par les privilégiés qui ne veulent pas perdre leurs privilèges. Mais bon, donc il y aura forcément des violences parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Mais on n'en est pas là du tout, Eric. On n'en est pas là parce que moi, ce à quoi j'aspire et ce à quoi je travaille, c'est à une transformation des électeurs en citoyens. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions des ateliers constituants pour nous réapproprier ce geste premier, fondateur, celui que revendique Clara Heger. Il y a un mouvement qu'il faut que vous connaissiez aussi qui s'appelle le MCP, le Mouvement Constituant Populaire, qui travaille beaucoup à ça et que vous pouvez aider si vous voulez pour y aller. Si vous voulez faire quelque chose pour la démocratie, allez voir le MCP, allez voir... Le parti de Clara Heger s'appelle Espoir RIC. C'est pas un parti comme les autres parce que c'est pas un parti qui cherche à avoir le pouvoir, c'est un parti qui cherche à rendre le pouvoir au peuple. Il faut comprendre ça. Et si tu cherches à avoir son programme, tu verras... Il n'y en a pas d'autre que le RIC constituant. Et ça fait réfléchir vraiment. Et je pense que quand on sera nombreux à être devenus constituants, c'est-à-dire des adultes politiques qui refusent le système de domination parlementaire qui nous infantilise, qui nous traite comme des enfants, quand on sera nombreux, ça aura lieu. Et il faudra qu'il y ait des gendarmes, qu'il y aura des militaires, il y aura des policiers qui vont devenir constituants, parce que c'est des humains comme nous, Et quand, tu sais, toutes les révolutions, elles arrivent à fonctionner quand la police passe quand l'armée passe du côté du peuple. Et pour ça, il faut que le peuple ait beaucoup changé, et que la police l'ait senti, l'armée l'ait senti, et qu'elle-même se soit transformée. Ça se fera pas en un jour, mais c'est en train de se passer, là. Le fait que nous devenions constituants, c'est en train de se passer. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Étienne Chouard, pour ce très long entretien que vous nous avez accordé et de revenir donc nous voir dans cette émission Les Incorrectibles. Vous étiez déjà venu dans une vie antérieure, dans un autre média. Pour ceux qui ont apprécié cette émission, n'hésitez pas, je le disais, à nous indiquer que vous avez apprécié cette émission en mettant un pouce levé. Et pour ceux, bien sûr, qui le peuvent, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous la description de cette vidéo. Vous êtes, on le rappelle, notre seule source de financement et si on refuse toujours d'être
parrainer ou sponsoriser, c'est car on croit justement que c'est le seul moyen de garder une totale liberté éditoriale. On le restera aussi longtemps que possible, mais on ne le pourra que si vous nous aidez. Donc encore merci si vous le pouvez. La plupart des gens qui m'entourent travaillent bénévolement pour le moment, car on croit fort à cette chaîne. On essaye, vous le voyez, que la qualité de la réalisation soit au top, et ce n'est pas toujours facile puisqu'on n'a pas de moyens. Donc merci encore à vous. C'est grâce à vos dons qu'on pourra en l'espèce aussi investir dans nos émissions, avoir plus d'invités, bref, faire vivre davantage nous aussi cette chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h avec un nouvel invité incorrectible. D'ici là, restez vous aussi incorrectibles. Très bonne semaine à tous. Merci Étienne Chouard.